Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être là. Avant de commencer, j'aimerais savoir si parmi vous, il y a des gens qui se définissent comme faisant partie du mouvement Software Craftsmanship. Quelques-uns? Ah, et- Il y en a plus qu'on croit qu'il y en a marre alors. donc en fait, il y a pas mal de gens qui font pas partie du mouvement et qui sont venus pour qu'on trash sur le Software Craftsmanship. On va voir qui sera déçu. Alors, on a une session un peu particulière aujourd'hui, parce qu'elle s'appelle « Il y en a marre du Software Craftsmanship ». Donc, pourquoi on considère que cette session est particulière? Parce que déjà, pour nous, elle est paradoxale. C'est que Ian et moi, on est coach technique et notamment coach sur le Software Craftsmanship. Donc, pourquoi on fait ça, Ian? Alors du coup, en fait, dans notre quotidien de coach, mais même dans le quotidien de développeur, finalement, en fait, on se rend compte que de plus en plus, il y a des gens qui sont réfractaires à ce mouvement, euh, qui ont de la défiance envers ce mouvement. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc, on va partir de quelques témoignages pour vous montrer qu'on ne sort pas ça de nos têtes et que ce n'est pas juste nos ressentis locaux. Un jour, sur Twitter, j'ai vu une développeuse écrire que les gens qui parlent du code comme un savoir-faire ou d'un craftsmanship, c'est les pires gatekeepers de la tech. Redescendez de votre montagne, les gars, c'est pas une guilde avec un degré d'intronisation. Donc il y a un petit côté où on a l'impression, enfin en tout cas le sentiment qui est que les gens du craft, c'est des personnes qui se croient supérieures aux autres. Alors je ne sais pas si vous savez ce que veut dire gatekeeper. Non? Gatekeeper, ça veut dire qu'en fait, on a soit une information, soit une position qu'on a pour nous, qui nous amène un certain niveau de privilège ou de pouvoir, on va dire, et on essaye de le garder pour nous, en fait, cet espace, en mettant la distance aux autres. Donc le gatekeeper, typiquement dans le craft, c'est quelqu'un qui va dire, bah voilà, moi je suis le meilleur, pour être le meilleur, il faut faire ça, 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 ça et ça, que toi tu ne sais pas faire. Et si tu veux y arriver, tu vas en chier. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment cette volonté de se mettre à distance et au-dessus des autres. Et bizarrement, bien que nous, on soit Crutchcraft, ce genre de remarque ne nous a pas choqués. Parce que ça correspond à pas mal de choses qu'on voit malheureusement au sein du mouvement. Donc c'est ça, le nuage de mots que vous avez ici, c'est un petit peu comment on se voit à l'intérieur du mouvement. Quand on se définit comme étant une personne craft. Donc le craft, on considère que c'est une culture qui est basée sur un savoir-faire, parce qu'on cherche à bien faire notre travail. Pour ce faire, eh bien, on a besoin d'apprentissage en continu pour toujours s'améliorer et être au courant on va dire des dernières pratiques. Et donc c'est un état d'esprit où on veut partager avec les autres pour que tout le monde s'améliore ensemble. Et donc on a un petit côté évangéliste où on essaye de pousser nos bonnes pratiques pour que tout le monde puisse s'améliorer. Donc ça, c'est vu de l'intérieur. Et du coup, vu de l'extérieur, en tout cas, certaines personnes peuvent avoir cette vision-là. On peut avoir une vision du mouvement qui est composée de gens un peu extrémistes, souvent très élitistes, et donc du coup gatekeeper, comme l'a expliqué tout à l'heure Julien. Donc, on va mettre la distance entre les gens qui font partie du mouvement et les gens qui n'en font pas. Certaines fois, le management d'une entreprise peut avoir envie de mettre le craft dans la boîte et donc on peut avoir un sentiment que c'est imposé aux équipes. Et finalement, le craft, c'est pas très bien défini, donc c'est un peu un mot valise, on peut en mettre plein de choses dedans. Voilà, donc ça c'est suite à des questions, donc on a reçu un témoignage et on a fait un nuage de mots par rapport à tout ce qu'on a reçu. Oui, ça, en fait, ces mots-là, on a animé un meet-up, donc il y avait 40 personnes, et on leur a demandé comment on nous voyait à l'extérieur du mouvement craft. Quand je parle de l'extérieur du mouvement, c'est les gens qui ne se définissent pas comme étant des software craftsmen ou des software craftwomen. Et donc aujourd'hui, on va creuser et savoir pourquoi les gens en ont marre du craft. Alors, pour la suite du talk, on va dire craft au lieu de craftsmanship, parce que craftsmanship, c'est genré, donc on va essayer d'être le plus inclusif possible. Et là, on va se présenter. Donc, moi, je m'appelle Julien Topsu, je suis coach technique chez Shodo. Shodo, c'est une ESN parisienne et nantaise qui va redonner du sens au salariat en ramenant des avantages du freelancing à ses consultants. Et on est spécialisé dans le domaine driven design et le software craftsmanship. Et avec Du moi, coup, il y a je Yann. suis Yann Dano, donc je fais partie aussi de l'univers Shodo. Je suis coach technique et récemment, j'ai créé une filiale Shodo, donc qui s'appelle Shodo Studio, où nous, on a un incubateur de projets
MVP et POC, mais surtout on essaie de se positionner sur le marché en tant que... notre position, c'est le fait de reprendre le contrôle des applications legacy pour nos clients. Donc le craft, on a vu comment les gens se soyaient dedans et comment les gens le voyaient de l'extérieur, enfin pas tous, mais certaines personnes. Mais est-ce que vous savez ce qu'est le craft? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est le craft? Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le craft et qui sont venus voir un truc qui dit « il y en a marre du craft ». Un petit peu d'histoire alors. Vous voyez ce que c'est l'agilité? Des gens qui ne voient pas ce que c'est l'agilité? Non, ça va pour tout le monde ça? Donc vous savez pourquoi on a créé l'agilité? Non. Alors, pour aller plus vite dans la réalisation des produits. Donc effectivement, avant les années 2000, ce qui dominait un petit peu le monde du travail en termes de gestion de projet, c'était du cycle en V. Et le cycle en V est quelque chose de très rigide, très procédural, où on décide tout à l'avance. Et dès qu'il y a quelque chose qui change au fur et à mesure du développement, ça peut sur des mois, on ne prenait pas forcément en compte ces besoins de changement. Par exemple, si l'utilisateur demandait « au final, ce n'est pas ça que je veux », tu vas attendre qu'on finisse ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et tu auras 6 mois plus tard ta modification. Et c'était devenu très déshumanisant aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens de la tech, dont vous avez les noms en bas là, donc créateurs de l'extreme programming et d'autres personnes, qui se sont réunis, qui ont dit il faut qu'on arrête de faire des logiciels comme ça parce que nos utilisateurs ne sont pas contents, les gens partent en burn-out, ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils sont venus avec un manifeste, donc en 2001, qui est le manifeste Agile. Le manifeste Agile, en fait, ils se sont mis ensemble et ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait créer qui permettrait en fait de mieux réaxer les choses pour les réaxer sur les gens et sur le travail bien fait. Donc ils sont venus avec des valeurs, ils se sont dit que pour comment mieux développer les logiciels, ils ont analysé comment mieux développer les logiciels par la pratique, donc en aidant les autres à le faire, et en discutant ensemble avec leur retour d'expérience, ils ont vu qu'il fallait favoriser les individus et les interactions plutôt que les process et les outils, des logiciels opérationnels donc qui marchent plus qu'une documentation exhaustive, parce que c'est vrai que dans le cycle en V, on s'est amusé à faire des tartines et des tartines de doc, alors que le soft, lui, peut-être qu'il ne marchait pas. La collaboration entre les clients plutôt que à rejeter en fait les demandes de changement parce qu'il y avait une négociation contractuelle, et l'adaptation au changement plutôt que la suivi d'un plan, parce que le plan, il y a de l'aléa, il y a des choses qui vont changer. Et donc il faut s'adapter au changement. Donc ça, en fait, c'est ce qui a créé le mouvement agile, et vous connaissez quelques implémentations comme Scrum par exemple, Kanban, etc. Donc en 2001, ça arrive, et l'agilité devient hype. Et en devenant hype, c'est un petit peu dénaturé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont créé un business autour de l'agilité, en vendant des certifications, en vendant des transformations, et qui ont voulu en plus attaquer des domaines qui s'éloignaient du logiciel, et vouloir transformer les RH pour qu'ils deviennent agiles, transformer une boîte qui fait, je sais pas moi, construire des voitures pour qu'ils deviennent agiles. Et on s'est complètement éloigné du logiciel. Et ça a énervé pas mal de gens. Parce que, est-ce qu'il y a des gens dans la salle, en termes de développeurs, qui ont une bonne image des coachs agiles, par exemple? Oui? Est-ce qu'il y en a qui ont une mauvaise image des coachs agiles? Il y en a qui... On y reviendra. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que l'agilité s'est éloignée du code. Et il y a des gens... dont certains, dont Robert Martin, qui avait fait le manifeste agile, qui se sont dit « il faut arrêter, et on va recentrer les choses sur le travail bien fait ». C'est ça. Et donc, du coup, ils sont venus avec un nouveau manifeste qui est le manifeste pour le software craftsmanship. Donc, on va appeler Craft maintenant, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ce manifeste? C'est qu'en tant qu'aspirant artisan du logiciel, donc crafter, nous relevons le niveau du développement professionnel de logiciels par la pratique. Donc, c'est important, c'est par la pratique. Et en aidant les autres à acquérir le savoir-faire. Les autres, c'est tout le monde. Grâce à ce travail, nous avons appris à apprécier que ce n'est pas seulement des logiciels opérationnels, donc on voit que ça vient en complément
du manifeste de l'agilité qu'on vient de voir, mais aussi des logiciels bien conçus. C'est pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de la valeur. C'est pas seulement les individus et leurs interactions qu'on va privilégier, on va essayer aussi de créer une communauté de professionnels. Et enfin, on ne va pas seulement avoir une collaboration avec les clients, mais c'est vraiment d'avoir un partenariat productif. Donc on voit que ça, c'est des valeurs qui sont érigées dans un manifeste. C'est quand même assez compliqué d'être contre ça, contre ces valeurs. Personne ne va vous dire, moi je veux un logiciel mal conçu. Ça n'existe pas. Il me faut 6 mois pour faire une feature, personne n'est content pour ça. Donc en fait, puisque c'est le fondement du software craftsmanship, la question elle est légitime de savoir comment ça se fait, puisque a priori on ne peut pas trop être réfractaire à ces valeurs-là, comment ça se fait que nous on ressent tous les jours de la défiance envers ce mouvement, puisque le fondement même, a priori, il n'est pas trop discutable. Donc c'est dans ça qu'on va creuser. Juste pour rajouter quelque chose, en fait, la volonté du software craftsmanship, c'était de remettre l'excellence technique au sein du développement logiciel et de remettre le professionnalisme, etc. Et donc, comme toujours, le problème est humain. Puisque les gens, a priori, ne peuvent pas être trop contre les valeurs, c'est plutôt, on va avoir une défiance envers les gens qui les prônent, ces valeurs. Et c'est probablement des problématiques de posture, et on va y revenir rapidement. Donc, pour ceux qui ont une certaine défiance envers les coachs agiles, eh ben, je suis désolé de vous dire ça, mais les crafters sont devenus les nouveaux coachs agiles. C'est-à-dire que, en fait, on a créé le craft pour corriger les dérives de l'agilité, parce qu'on en avait marre de ce que faisaient les gens de l'agilité. Mais pourtant, les gens de l'agilité, c'était quand même des gens qui croyaient aux valeurs de l'agilité. Et donc, et malheureusement, on est tombé exactement dans les mêmes problèmes. Donc c'est une grosse leçon d'humilité. C'est de dire, on a voulu créer le craft parce qu'eux, ils font n'importe quoi. Et en fait, on n'a pas identifié où était le problème. Parce qu'on est tombé exactement dans le même problème et on commence à écœurer les gens, comme à l'époque, les agilistes. Alors, j'ai rien contre les agilistes. Hein. On va voir un petit peu que, encore une fois, c'est des problèmes de posture. Et donc, la question à se poser, est-ce que le craft, c'est la seule voie à suivre? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote pour argumenter mes propos. En fait, j'ai fait partie de Meetup. Enfin, j'ai participé à un Meetup qui s'appelle les Software Crafters de Paris. Et en fait, je l'ai fait plusieurs fois. Et à chaque fois que je l'ai fait, il y a toujours eu cette question qui a été posée par quelqu'un, qui est de dire comment est-ce que je fais pour convaincre les gens de faire comme moi, de faire du craft dans mon équipe. Il y a des gens qui font pas. Et moi, j'ai envie de savoir, que vous m'expliquiez, vous, comment vous arrivez à convaincre les gens. Et donc du coup, ça sous-entend quand même qu'ils considèrent que le craft c'est bien et que le reste c'est quand même pas. Si tu fais pas du craft, t'es pas bon, t'es pas un bon développeur, puisque du coup il n'y a qu'une seule voie et c'est la mienne. Et donc ça c'est un problème de posture qui est quand même assez problématique puisque c'est élitiste. Et du coup on met une distance envers les autres en disant qu'il n'y a qu'une façon de faire bien les choses, c'est la mienne. Et donc ceux qui ne sont pas dedans, vous êtes forcément nuls. Et donc si on analyse un peu plus en profondeur de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont transformé les valeurs qu'on a vues tout à l'heure dans le manifeste en pratiques. Donc on a toute une série de pratiques qui sont définies comme faisant partie du mouvement Software Craftsmanship. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais globalement le TDD, le BDD, le Clean Code, la Clean Archi, etc. Et en fait, on a transformé vraiment les valeurs en pratique. Aujourd'hui, faire partie du mouvement, c'est juste connaître une série de pratiques. Or, les pratiques ne t'amènent pas forcément les valeurs. Et inversement, tu peux suivre des valeurs sans forcément suivre des pratiques. Donc, en fait, les pratiques, elles sont ni nécessaires ni suffisantes pour se proclamer, à mon avis, du mouvement Software Craftsmanship. Et du coup, est-ce que, quand on fait du Scrum, on est agile? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'on est forcément agile quand on fait du Scrum? Non. Voilà. A priori, non. Pourquoi, lorsqu'on fait du Scrum, on n'est pas agile? C'est parce qu'encore une fois, on fait un peu la même erreur, c'est-à-dire de confondre l'outil, qui est Scrum, et les valeurs qui sont prônées par l'agilité, qui sont le fondement de l'agilité. Et on peut faire du Scrum en étant agile, hein, la question elle n'est pas là, mais on peut aussi faire du Scrum sans être agile. Et ça, je le vois quand même beaucoup dans les différentes entreprises dans lesquelles je travaille, parce qu'on suit un protocole, et du coup, on n'est plus justement dans cette idée d'agilité, de pouvoir s'améliorer, de pouvoir modifier les choses,
et de privilégier les interactions et les gens par rapport aux process et aux outils. Scrum, c'est un process qui arrive et du coup on le suit et on n'est plus trop là-dedans. Du coup, il y a beaucoup de croyances autour de ce que doit être une personne craft, alors que c'est pas plus que suivre des valeurs finalement. Et par rapport, enfin, en tout cas dans la communauté craft, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait on a réussi à prendre ce recul par rapport au manifeste agile, de se dire que Scrum, Kanban, Safe, c'est pas l'agilité, ça ne représente pas l'agilité, donc on a réussi à faire cette distance-là, mais cette distance-là entre les outils et les pratiques, aujourd'hui dans la communauté craft, on n'a pas fait ce travail-là par rapport au manifeste agile. Moi je connais énormément de gens qui se revendiquent craft, qui n'ont jamais lu le manifeste, qui ne savent même pas que ça existe. Parce que du coup on a vraiment associé les pratiques aux valeurs. On a remplacé en fait les valeurs par les pratiques. Et donc, encore une fois, je vous raconte une petite anecdote qui illustre ça. J'ai fait un audit récemment d'une boîte avec un autre coach. Et du coup, on faisait un audit sur les pratiques des équipes, puisque du coup, c'est ce qui nous avait été demandé. Et donc, on était là, et puis on lui posait la question. Est-ce que vous faites du TDD? Non? Ah ouais, ok. Donc, j'imagine que le BDD, vous n'en faites pas? Non? DD, on n'en parle pas non plus. Et donc, en fait, en faisant ça, il a mis une énorme distance entre lui et les gens en face, et les gens étaient réfractaires à tout ce qu'il proposait après. Parce que c'est un peu un jugement. Tu fais pas de TDD, donc Test Driven Development, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ok. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes même pas encore là. Ok. Ouais, vous n'êtes même pas encore. On a du travail. Donc, bon, le BDD, tout ça, n'y êtes pas. Et donc, du coup, l'idée, c'est que le craft, c'est des valeurs, et que les outils qu'on a, le TDD, le BDD, ça, ils nous permettent juste de développer mieux, si vous voulez, de créer du meilleur code. Mais elles ne garantissent pas du tout le fait qu'on suive des valeurs. Et le problème, alors pourquoi les gens en fait sont autant attachés aux outils et aux pratiques, c'est que les crafters ont tendance à être très convaincus qu'ils réussiront grâce aux outils du craft. Parce que c'est vrai que ces outils-là peuvent être assez puissants. Donc on a parlé du Test-Driven Development, on a parlé des kata, enfin pas directement, Behavior-Driven Development et Domain-Driven Design. On en expliquera un petit peu plus tout à l'heure ce que sont ces choses-là. Et le truc, c'est qu'en réalité, le craft, ce n'est pas une science exacte. Et il y a très peu d'études scientifiques qui montrent que ces méthodes-là sont meilleures que les autres. Il y a même des études scientifiques qui expliquent pourquoi il est difficile d'avoir des études scientifiques concluantes sur le Test-Driven Development. Ce qui est très méta, mais... après, il y a des choses quand même, comme si vous avez lu Accelerate, qui est un bouquin de 2018, qui montre que le fait d'avoir des designs testables est corrélateur de la performance et que le TDD est un des moyens pour le faire. Donc en réalité, comme il y a peu de choses qui prouvent l'efficacité, il ne faut pas croire que c'est supérieur au reste, en fait. Et puis, pour moi, être craft, c'est pas vraiment de se dire, voilà, j'ai un outil, j'utilise partout. Pour moi, être craft, c'est de choisir le meilleur outil selon la situation. Il n'y a pas d'outil magique qui va résoudre toutes les situations, quel que soit le contexte. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Les outils, ils ont été faits pour un contexte en particulier. De temps en temps, on va pouvoir les adapter à d'autres contextes, mais ils ne vont pas marcher partout. Et je vais vous donner un exemple juste après. Donc, comme ils ne vont pas marcher partout, il faut arrêter de vouloir l'imposer aux autres. Parce que c'est en imposant aux autres que les autres sont réfractaires. Est-ce que vous savez qui c'est? Qui c'est? Ouais, Margaret Hamilton. Donc Margaret Hamilton, ça c'est dans les années 60, elle a écrit le code du navigateur de la fusée Apollo qui a permis d'envoyer les premiers hommes sur la Lune. Tout ce qu'elle tient dans ses mains, ça c'est le code source. Hein. Voilà. Imaginez, vous êtes chez Twitter. Il y a le mot qui dit, vas-y, imprime-moi ton code source. Je pense qu'elle est RS, tu vois. Et à l'époque, pour compiler ça, ça prenait des heures, voire des jours. Donc le Test-Driven Development, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui vous dit, vous allez d'abord écrire votre test, compiler votre test, puis vérifier que le test ne passe pas, avant d'écrire le code de prod, compiler votre code de prod et vérifier que ce code vérifie le test. Dans les années 60, vous faites ça, ça prend énormément de temps.
Donc le TDD, ce n'était pas du tout adapté parce que les machines, les compilateurs qu'on avait ne permettaient pas d'avoir une loupe de feedback courte qui vous permettait de vous dire « Ah, là, votre test, il ne passe pas ». Il fallait attendre 3 jours. Je fais « Ok, mon test, il ne passe pas. Bon, bah maintenant, je vais coder le truc. Hop, ah, ça passe toujours pas. » Donc ils ont dû faire autrement. Ils sont fait autrement et ils ont quand même réussi à aller sur la Lune. Donc ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il faut laisser la place à autre chose. Il est possible d'avoir les propriétés qui nous amènent le TDD, en termes de qualité, de design testable, etc., avec autre chose. Alors, peut-être que ces choses-là ne sont pas forcément documentées, peut-être qu'elles sont vétustes, comme ce qu'ils faisaient à l'époque, parce que maintenant, on a des machines tellement rapides qu'on ne va pas recoder de la même manière. Mais il faut bien comprendre qu'il peut y avoir autre chose qui observe, en fait, qui amène le même niveau de qualité. Donc, quand par exemple, vous êtes craft, vous êtes coach, que vous arrivez dans une nouvelle entreprise et que les gens ne font pas de TDD, de BDD ou quoi que ce soit, il faut plutôt regarder ce qui est déjà mis en place et ce que ça amène comme valeur aux gens. Et regarder quelles sont les limites de ces pratiques. Si vous voyez des limites, il faut d'abord les aider à améliorer leurs propres pratiques dans le sens où ça va leur permettre potentiellement de couvrir ces limites. Et si malgré tout, c'est pas possible, vous pouvez sortir en fait vos outils du craft et les aider, mais toujours dans le sens où il faut analyser quelles sont les peines en fait des gens. Parce que si vous leur résolvez un problème, ils vont être moins réfractaires que si vous dites « Ah, il faut que tu fasses ça, mais on ne sait pas trop quel est le problème. » Alors, et il faut bien comprendre aussi que le craft, comme on l'a dit dans le manifeste, il prône le fait qu'on pratique et qu'on apprend en pratiquant. Et la pratique est très importante. Donc il faut aussi montrer l'exemple par la pratique. Donc avoir une posture prédicatrice en disant « faut faire du TDD, il faut faire du BDD, il faut faire du DD », ça ne veut pas dire grand-chose. Il vaut mieux pérer avec les gens, mober avec eux, et sur leurs problèmes, en fait, leur démontrer la valeur. Et c'est comme ça qu'on va avoir de l'adoption. Et ce qui va être très marrant là dans la suite, vous allez voir, c'est qu'on ne sait même pas comment on a choisi ces outils du craft. Parce que si vous regardez le manifeste, à aucun moment on vous a parlé de TDD, BDD et DDD. On est d'accord? Et pourtant, les crafteurs, et les crafteuses, je ne sais pas si ça se dit en français, pour eux, en fait, il y a tout ça dans la boîte à outils. En fait, malheureusement, dans le domaine, on a fait ce qu'on appelle du culte du cargo. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Alors, on va retourner là dans les années 40. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le Pacifique, il y a les Américains qui investissent des petites îles dans le Pacifique pour faire des bases pour aller se battre après contre le Japon. Et sur ces îles, il y avait des gens, et ces gens étaient des autochtones. Et donc les Américains construisent des bases aériennes, etc., et filaient des vivres aux autochtones. Et au bout d'un moment, ils sont partis. Et les autochtones se sont dit, c'est bizarre, ils ne reviennent pas. Et c'était cool parce qu'on avait des vivres. Du coup, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est qu'ils ont construit des talkie-walkie en bois, parce qu'ils avaient vu les GI faire ça. Ils parlaient dedans en espérant que les avions américains ils allaient revenir. Puis ils ont commencé à refaire les mêmes gestes, là, comme sur la piste d'atterrissage. Personne ne venait. Ils sont carrément allés construire des avions en paille et reproduire une base aérienne en paille. Et il y a plein d'images de ça, c'est assez hallucinant. Donc ils espéraient, en reproduisant les gestes des Américains, que les avions américains allaient revenir et leur filer des vivres. Et l'histoire va même plus loin que ça, c'est assez intéressant à voir. Pour résumer, en fait, c'est comme si vous aviez envie de devenir un écrivain à succès, et vous achetez le stylo de Victor Hugo, son bureau, son siège et son papier, et que grâce à ça, vous allez être capable d'écrire Les Misérables. Ça ne marche pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le culte du cargo. C'est qu'à chaque fois qu'on va voir une entreprise ou quelqu'un qui est hyper connu nous dire « Ouais, ça, c'est trop bien », ou « Ça a marché chez moi », on va appliquer. Comme les OKR avec Google, par exemple. « Ah, Google a dit que c'était trop bien, c'est comme ça qu'ils ont eu leur succès, on va appliquer les OKR ». C'est une méthode pour aligner les objectifs dans l'entreprise. Et on va avoir le même succès que Google. Non, ça ne marche pas. Et en fait, dans le craft, on a fait du cargo culte de nos propres techniques. En fait. Pourquoi? Ça, ce sont les signataires du manifeste agile. La personne qui a l'idée le mouvement craft et qui a dit qu'il fallait faire un nouveau manifeste, c'est Robert Martin. Robert Martin,
a écrit un bouquin qui s'appelle Agile Software Development en 2002. Donc, le manifeste Craft, c'est 2009. Hein, dans lequel il prônait Solid, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une bonne pratique pour faire de l'orienté objet. Et il a fait aussi Clean Architecture, Clean Code, etc. Par la suite. Et ça, du coup, on a hérité de ça dans le craft, alors que le mouvement n'en parlait même pas de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens ont créé le manifeste craft, ils se sont dit, mais quelles sont les techniques qui vont nous permettre de faire du logiciel bien fait? Ils sont allés voir les gens qui étaient en position d'autorité, donc les personnes qui avaient signé le manifeste agile, qui étaient les plus techniques, comme Ken Beck, qui à l'époque, en 99, avait créé l'extreme programming dans lequel il explique ce qu'est le test-driven development. Vous dites, ce gars-là, c'est un des fondateurs de l'agilité qui a créé le craft, il fait de la technique, on va prendre le TDD. Et puis vous avez la même chose avec Andrew Hunt et Dave Thomas, qui dans The Pragmatic Programmer, en 99, parlaient des katas. Donc tout ça, on voit que ça existait avant Craft. Craft, c'est 2009. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a juste pris là où il y avait des positions d'autorité, on dit, du coup, eux, ils ont dit qu'il fallait faire ça dans leur bouquin, alors que le manifeste n'en parlait pas. Donc on a cargo-culté nos propres techniques. Et vous allez voir que ça va même un petit peu plus loin que ça. Là, je vais vous parler d'un autre problème qui est un peu lié au cargo culte, c'est le biais du survivant. Vous connaissez ce qu'est le biais du survivant? Enfin, il y en a qui ne voient pas ce que c'est. Ouais. Encore une fois, Seconde Guerre mondiale, les bombardiers américains qui reviennent de mission, et bien sûr, il y en a certains qui ne reviennent pas. Donc les Américains se disent, bon, on va essayer de regarder où sont les impacts de balles sur les bombardiers pour renforcer, pour maximiser les chances de nos bombardiers de revenir. Sauf que ça ne marchait pas. Donc là où il y a les impacts rouges, ils renforçaient, ça ne marchait pas. Et maintenant, ils se sont dit, mais en fait, peut-être que c'est les endroits où il n'y a pas d'impact de balles qui font que les avions ne reviennent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est qu'on va regarder que ce qui a marché. Enfin, pas ce qui a marché. Mais dans ceux qui ont survécu, du coup qui ont eu du succès, on va prendre en considération que les paramètres de succès et mal interpréter ce qui s'est passé. Donc il fallait regarder à l'envers. En vrai. Et comment nous on fait du biais du survivant dans notre métier? C'est que quand on est dans une mission ou dans une entreprise et qu'on a appliqué du TDD, etc. avec succès, on est tellement content que la mission d'après, on se dit attends, j'avais tout ça moi, j'avais 5 techniques différentes. Là je vois que ça ne marche pas dans le nouveau contexte, je vais tout appliquer. Mais non, parce que vous n'avez pas forcément toute l'analyse qui fait que dans votre contexte précédent, quels étaient les paramètres qui ont permis à ce que ça marche, et vous allez sélectionner ces paramètres-là, les paramètres qui confirment le fait que ça marche, plutôt que ceux qui pourraient montrer qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas terribles en fait. Ça, c'est le biais du survivant. Donc il faut faire attention, à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau contexte, il faut analyser le contexte et analyser les gens qui sont dedans et leurs besoins. Sinon, vous allez les écœurer à arriver avec une montagne de techniques et dire qu'il faut faire tout ça pour bien faire. Parce que vous allez mettre une marche super haute. Parce que le DDD, il y a 50 milliards de trucs dedans. Donc il faut éviter de faire ça. Parce que le craft, en fait, c'est aussi recentré sur l'humain. Donc il faut regarder ce que les gens font et comment on peut les aider. Et ça compte dans le contexte. Je pense que tu as... je pense que tu as une anecdote là-dessus. Ouais, juste avant de parler de l'anecdote, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est-à-dire que non seulement lorsqu'on va essayer d'implémenter l'entièreté d'une technique, on va mettre une marche assez haute, mais en plus, en réalité, on n'a pas la garantie de succès. On ne sait pas si en appliquant toute la méthode, ça marchera. C'est vraiment ça qui est très important à savoir. C'est-à-dire que il n'y a pas de silver bullet, on l'a dit tout à l'heure, mais en gros, c'est pas en appliquant bêtement une méthode qu'on a le succès. Et donc, du coup, pour répondre un peu à la personne là, aux personnes de Software Crafter Paris qui demandaient comment on fait pour convaincre les gens, en réalité, je pense qu'il faut se focaliser sur les douleurs de l'équipe, comme tu l'as dit, Julien, et il faut convaincre par les bénéfices. Pas forcément par la théorie de la pratique. Et donc moi, j'étais dans une entreprise qui manipulait des prix. Donc il y avait une application qui manipulait des prix. Et en fait, les prix dans l'application étaient modélisés des fois en centimes, donc c'était un entier. Des fois, c'était du big décimal ou du float.
parce que c'était pas des centimes. Et en fait, dans l'application, en fonction des méthodes qu'on appelait, il fallait multiplier par 100, diviser par 100, etc. Parce que ça dépendait de comment la personne avait codé à l'intérieur de la méthode. Et donc, c'était, il n'y avait pas forcément de bug énoncé, mais c'était une porte ouverte pour faire des bugs. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce prix, j'en ai créé une classe, et j'ai mis à l'intérieur de cette classe des méthodes qui permettent de récupérer le prix en centimes ou pas, et un constructeur différent en fonction de l'input. Mais globalement, après, dans l'application, on se trimballait cette nouvelle classe, et du coup, ça a simplifié beaucoup de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle un value object. Et ça fait partie de la méthodologie DDD. Dans DDD tactique, on parle de value object. Mais quand je l'ai fait, en fait, je l'ai vraiment fait pour régler un problème. Je ne suis pas venu en disant, bonjour, il faut faire des value object. J'ai pris un problème, je l'ai résolu en utilisant cette boîte à outils que je connaissais. Donc il faut quand même connaître les outils pour pouvoir le faire, évidemment. Mais en tout cas, derrière, je n'ai pas voulu imposer les choses, je leur ai montré par la pratique, et j'en ai convaincu certains. Et en fait, j'en ai convaincu certains sur le fait que ça, c'est bien de faire des value objects, mais en plus, d'autres sont venus me voir en me demandant, tiens, c'est cool, ça vient d'où, etc. Et donc, du coup, ils sont intéressés au domaine driven design. Alors, je ne pense pas qu'ils aient lu tout le livre, etc. Mais en tout cas, ça a commencé à ouvrir des perspectives pour eux. Donc, c'est vraiment par la pratique et par le fait d'avoir adapté finalement, enfin d'avoir compris un peu leur contexte et d'avoir sorti un outil qui permettait de régler un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas arrivé en disant le domaine driven design peut vous aider et il faut que vous maîtrisiez les agrégats, les entités, les repositories, les domain events. Tu as juste pris un des trucs, quoi. C'est le truc le plus facile aussi. Ouais, enfin. Mais pour commencer, c'est bien. Ça évite de mettre une marche trop haute. Donc il faut éviter de faire une religion des outils. C'est ça qu'on est en train d'essayer de vous dire. Et du coup, les pratiques et les outils, ça ne fait pas le craft. C'est vraiment quelque chose de fondamental, et ni les logiciels bien conçus. Donc comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas les pratiques et les outils qui vont faire en sorte que votre logiciel fonctionne. C'est bel et bien les comportements de chacun. En fait, c'est humain. Tout ça, c'est humain, ça dépend des contextes, et du coup, il y a des outils qui peuvent marcher dans un contexte, pas dans un autre. Et donc, ce qui importe vraiment, ce sont les gens. Et donc, aujourd'hui, dans l'industrie de l'informatique, si on peut appeler ça comme ça, ou dans l'IT, le craft, c'est quand même vu comme quelque chose de plutôt positif. Et les crafters sont à peu près vus comme les meilleurs. En tout cas, dans certaines sociétés, c'est comme ça. Et ça commence à devenir quelque chose d'assez courant, de se dire que si t'es pas craft, t'es nul. Du coup, mais est-ce que fondamentalement, ça, c'est vrai? Et d'où ça vient, en plus? Et d'où ça vient? En réalité, ça vient du fait que aujourd'hui, c'est un peu bankable de dire qu'on est craft, de se revendiquer du mouvement, puisque, a priori, enfin, l'IT, l'industrie valorise ça, en fait, ça devient bankable. Et donc, on peut avoir un certain cynisme à se revendiquer du craft, en étant le meilleur crafter, en sachant faire le vrai TDD, ou pour avoir un meilleur salaire, pour avoir de meilleurs clients, pour vendre des formations, Pour rendre ses formations plus que celles des autres. etc., etc. En fait, finalement, on va chercher à se valoriser les uns par rapport aux autres, parce que moi, je sais faire le vrai, et pas le reste. Donc prenez-moi. Et en fait, ça devient bankable, parce que du coup, nous, on peut se mettre en avant en tant que développeur ou crafter. Mais à l'inverse, les entreprises, elles ont fini par le croire, que les crafters étaient les meilleurs, et donc du coup, elles vont se revendiquer aussi de ce mouvement. Elles vont aussi se dire, bah, nous, chez nous, on fait du craft, on fait de l'agilité, etc., etc., parce que on veut recruter les meilleurs, c'est normal, et les meilleurs sont les crafters. Donc c'est un peu un cercle vicieux, parce que du coup, nous, pour être bankable, on dit qu'on fait du craft. Les entreprises, pour récupérer les meilleurs, parce qu'elles pensent qu'elles sont craft, bah, elles disent qu'elles font du craft. Et tout ça sans respecter forcément les valeurs. Et ça peut aller loin. Moi, je fais passer des entretiens donc chez Shodo. On voit des CV passer avec des mots-clés. Moi, je sais faire du TDD, du BDD, etc., etc., etc. Et donc, en fait, rapidement, comment ça se passe l'entretien chez Shodo, c'est qu'on a une partie où on discute, on essaie de comprendre un peu le profil du développeur, et après, on fait un kata, donc on code avec la personne. Et bien souvent, entre ce qui est écrit sur le CV et ce qu'il sait faire réellement, il y a un écart. Et il y a même parfois, en tout cas une fois, la personne a dit qu'il faisait du TDD, donc comme tu l'expliques tout à l'heure, c'est le TDD, c'est que je fais mon test, je lance le code, il est rouge, et j'écris le code pour faire passer mon test au vert.
Donc il n'a pas du tout fait ça, mais très bien, moi ça, je ne veux pas forcément qu'il fasse ça, mais sauf que quand tu écris que tu le fais, et que tu dis que tu le fais, ben tu y vas. Et du coup, je lui dis, ben tu fais pas TDD du coup, tu codes pas en TDD, c'est pas ce que tu nous avais dit. Elle dit, bah si, mais moi le TDD, les tests, je les fais après. Donc là, mets-toi en garde, défends-toi. Non, mais globalement, il n'a pas compris du tout la méthode. Alors, c'est pas un problème en soi, c'est pas grave en fait de pas comprendre, ou de pas connaître, on s'en fiche. Le problème, c'est de le mettre sur son CV, alors qu'en réalité, bah, c'est même pas ce que c'est. Ouais. Donc c'est problématique. Et la question à se pose, c'est pas de pas savoir ce que c'est, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est pourquoi est-ce que tu le mets en avant? Pourquoi est-ce que ça apparaît dans ton CV? Et je pense que la personne sait qu'il ne sait pas le faire en fait, qu'il l'a juste mis parce que c'est bankable. Et donc ça a des effets pervers, hein, on l'a vu. Et ça impacte aussi les entreprises. Parce que, à force de dire que c'est les meilleures méthodes, etc., les entreprises qui n'en font pas, elles vont se dire bah, on va paraître nuls. Du coup, on va dire qu'on les fait. Et elles n'adhèrent pas forcément aux valeurs pour faire ça. Et elles ne comprennent pas elles-mêmes ce que sont ces pratiques. Et à force de rendre les choses bankable, bah, les pratiques, elles perdent de leur essence. Et on a une autre anecdote là-dessus. Donc avec Yann, on accompagne un client qui nous dit que dans leurs objectifs business, un des objectifs, c'est réussir à appliquer le Behavior Driven Development. On se dit, tiens, c'est bizarre, mais c'est pas du business, ça, en fait. Le business, c'est je veux 100 utilisateurs de plus, je veux générer 10 000 euros de chiffre d'affaires en plus. C'est pas du business, ça, c'est un moyen, c'est une pratique. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous voulez faire ça? Ils nous disent, bah, c'est parce qu'à chaque fois, nos développeurs, quand ils codent un truc, c'est jamais ce qu'il faut. Fonctionnellement, c'est pas ce qu'on voulait, et on a plein de reprises. Donc à chaque fois qu'ils livrent en prod, on fait des allers-retours dessus, c'est un cauchemar. Donc effectivement, le Behavior Driven Development, comme cette philosophie vise à mettre au centre du développement les comportements attendus du logiciel vis-à-vis des utilisateurs, ça peut aider. Mais de mettre ça comme objectif business, c'est bizarre. Et si vous connaissez les OKR, après l'objectif, il y a les key results. Et on leur demandait, mais comment vous allez mesurer que, si c'est un objectif, le succès de l'application du BDD? Parce que faites pas de ce genre de choses, hein, faut pas, ça ne marche pas. Et ils nous ont dit, bah, on va mesurer pour chaque user story le nombre d'échanges qu'il y a entre un développeur et un product owner, comme s'il n'y avait qu'un seul gars qui bossait dessus en plus. Et ce nombre d'échanges ne doit pas être supérieur à 2. Tu as le droit à 2 questions. Si tu... Là, moi, je vais à la 3e question, le développeur, le PO qui fait... Non. on va bousiller l'objectif. Et si vous connaissez le Behavior Driven Development, c'est complètement antinomique parce que le but, c'est de maximiser le nombre d'échanges. Donc en gros, on se dit, mais pourquoi vous faites ça? Bah, parce que c'est le truc à faire, en fait, le BDD. Donc ils ne connaissent pas la méthode, ils ne sont pas forcément convaincus. Donc là, c'est par cargo occulte un petit peu. Cargo occulte du fait que les gens qui disent qu'ils réussissent, ils font ça. Et voilà. Donc à force de rendre ça bankable, on dénature les pratiques. Et on arrive à des choses mirobolantes comme ça. Et ça, pour moi, c'est un renforcement de la loi d'essentialisation. C'est-à-dire que la loi de l'essentialisation, c'est qu'à chaque fois qu'une méthode est cargo occultée ou hype, eh bien, les gens vont la réduire à quelque chose de contrôlable et palpable, pour pouvoir le montrer aux autres comme un faire-valoir et dire « Ah, bah regarde, tu vois, moi je suis bon parce que j'ai des DevOps. » Des DevOps, c'est des métiers, alors que c'est une philosophie. C'est pas parce que tu as quelqu'un qui s'appelle DevOps que tu fais du DevOps, en fait. C'est pas parce que tu as un coach agile que tu fais de l'agilité. Et ça, en fait, c'est vraiment une expression de ça. Et moi, une fois, j'avais un PO qui avait demandé à un développeur « Montre-moi les TDD ». Et j'ai fait « Waouh, ça veut dire quoi, montre-moi les TDD ?» C'est une méthode. Je pensais que le gars allait faire une démonstration, écrire son test d'abord, écrire le code, etc. Et non, en fait, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a montré son rapport de test et qu'il était vert. Et c'est la même chose avec le BDD. Montre-moi le BDD, les BDD. Et en fait, il montre juste les fichiers Gherkin qu'on utilise pour automatiser les tests. C'est comme si, en fait, je vous disais, montrez-moi votre agilité et que vous me mettiez Jira. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un effet, en fait, de la loi d'essentialisation. Et donc, à force de prôner qu'on est l'élite, qu'on est les meilleurs, il y en a qui finissent par y croire. Et du coup, qui se mettent dans des positions élitistes, gatekeeper, etc.
lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on est coach, donc nous on a cette expérience-là d'être coach, mais pas que, en fait, il y a aussi des gens qui sont aspirants crafters et qui ont envie de bien faire leur métier et d'essayer de propager un peu les pratiques. Quand on est dans cette position-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en position de coach, et un coach, par définition, c'est pas forcément quelqu'un qui est meilleur que les autres. Si on regarde cette image, donc c'est Usain Bolt, a priori, la personne derrière lui, elle court pas aussi vite que lui. En tout cas, pas plus vite. Pourtant, il l'aide au quotidien. Et peut-être que Usain Bolt, il n'aurait jamais réussi à courir aussi vite s'il n'avait pas eu des coachs. Mais ça ne veut pas dire que le coach en lui-même est plus fort que lui. C'est le coach, le rôle de coach ou le rôle d'évangéliste, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'est d'aider les gens, concrètement. C'est pas de venir appliquer des choses. C'est de comprendre le contexte, de savoir où sont les petites erreurs et essayer de corriger les choses et de donner la force, finalement, aux gens autour de nous d'évoluer. Et donc, le rôle, c'est pas de savoir mieux faire. Mais à l'inverse, quand on a des gens comme ça en face de nous, on a des coachs, qu'on a des gens, des crafters qui se prônent en tout cas du mouvement craft et qui essaient de nous aider, en fait, il ne faut pas non plus les ériger en héros. Il ne faut pas non plus se dire que, il y a un coach qui arrive, on est sauvé, il va tout faire pour nous. Non, c'est une relation, et encore une fois, tout est géré par des relations humaines. Et là, on a un problème de posture qui est assez récurrente chez les coachs et chez les crafters qui veulent évangéliser, c'est-à-dire pousser les autres à appliquer leurs pratiques, qui peuvent écœurer les gens. J'ai une autre anecdote où une fois, il y a un manager qui m'appelle pour que j'accompagne ses équipes et il me dit « Moi, j'aimerais bien que mes devs ils fassent du craft parce qu'on a plein de problèmes et je pense que les outils du craft, ça peut nous aider. » Je fais « OK. » Et il me dit « Mais attention, quand tu vas les aider, à leur apprendre à faire du craft, il ne faut surtout pas dire que c'est du craft. » Je dis, mais pourquoi ? Sinon, ils vont te taper. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me racontait qu'en fait, à chaque fois qu'ils faisaient appel à des coachs, ces gens-là se mettaient dans leur coin, créaient des petits ateliers, comme on appelle les katas, leur faisaient faire des petits exercices sur FizzBuzz. Donc, quand tu as en entrée 3, tu renvoies Fizz. Super. Très compliqué à faire. Après, le but, c'est d'apprendre une pratique. Et plein de présentations en te disant il faut que tu fasses BDD, TDD, enfin comme tout à l'heure, hein, toute la batterie. Et une fois qu'ils arrivent sur leur code, quand vous avez un legacy de 15 ans où tout est couplé ensemble, c'est pas simple de faire du TDD quand on n'a pas l'habitude. Et ils galéraient. Et autour, on leur expliquait que c'est parce qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'il fallait le faire. Donc ils étaient écœurés parce que les coachs ils n'allaient pas voir ce qu'ils faisaient. Ils étaient dans leur coin, ils déversaient leur savoir et c'était tout. Mais il n'y avait pas d'aide concrète en fait. Et ça a fini par les écœurer parce que le management les poussait en plus à dire « mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». Et eux, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient parce qu'en même temps, on leur demande bien sûr de continuer à livrer en prod des nouvelles features. Donc c'est très compliqué à gérer. C'est ça. Et donc du coup, il faut éviter, quand on est en position de coach, mais même de crafter qui essaye encore une fois de prôner les bonnes pratiques, en fait, il ne faut pas être dans sa tour d'ivoire. Il ne faut pas être qu'entre nous, il faut être plus proche des préoccupations des équipes, parce que du coup, comme on l'a vu, il faut comprendre le contexte. Et du coup, moi, j'ai toujours préféré d'être un peu ce qu'on appelle un coach embarqué, c'est-à-dire plutôt que de faire que des katas sur le côté et d'être très théorique, je vais dans les équipes et j'essaie de délivrer avec eux. Et j'essaie du coup de faire la passerelle du mieux que je peux entre la théorie et la pratique. La difficulté là-dedans, c'est qu'en fait, on ne peut pas pratiquer quand on ne connaît pas la théorie. Donc c'est toujours un curseur à positionner. Mais globalement, ça a toujours mieux marché lorsqu'on subit les conséquences de ce qu'on fait. C'est-à-dire que les coachs te disent fais du TDD, fais du BDD, mais ils ne subissent pas le quotidien de ça. Parce qu'ils sont prédicateurs, ils te disent de le faire. Et en réalité, ils ne sont pas avec toi quand tu le fais. Donc les différentes problématiques qui sont liées à ça, ils ne les vivent pas. Donc en fait, c'est pas win-win. Hein. C'est la crémière, le beurre et l'argent du beurre. Et du coup, en fait, il faut éviter dans cette situation d'être trop hors sol. Il faut vraiment être proche des équipes dans le but, comme l'énonce le manifeste Agile, de créer des partenariats productifs. Et ce qui est important, c'est de traiter tout le monde comme son égal. Hein. Ce n'est pas parce que les gens ne pratiquent pas quelque chose ou qu'ils n'en sont pas là qu'il faut se croire supérieur. Ça, c'est très important. Donc traiter tout le monde comme son égal, quel que soit leur niveau et leur niveau de pratique.
On parle souvent de relever le niveau, parce que c'est le but du craft, c'est rising the bar en anglais, mais le problème, c'est que les crafters ont pris ça comme un acquis. On n'est pas au top, en fait, quand on est craft. Et même le manifeste nous le dit. Il nous dit « aspiring software craftsman », aspirant artisan logiciel en français. Ce qui veut dire que ce n'est pas réellement atteignable d'être au top, mais on s'efforce à s'améliorer. Et ça, c'est important. Donc cette notion veut dire qu'il faut s'améliorer en continu et s'adapter à chaque fois au contexte. Et le but, ce n'est pas de chercher à convertir les gens au craft, mais c'est d'aider tout le monde dans leur pratique. Et le but, c'est de relever le niveau de l'industrie du logiciel en aidant les gens, pas en se mettant au-dessus des autres. Il faut faire attention à ne pas infliger de l'aide aussi. S'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire quelque chose, si vous essayez de forcer, ça ne marchera pas. Et l'un des problèmes qui existent aujourd'hui dans notre domaine, c'est qu'on a tendance à ériger les développeurs comme des super-héros. Il y a des boîtes qui font ça dans leur job desk, il y a même des confs qui font beaucoup d'analogies entre un développeur et un héros, parce que c'est lui qui écrit le code, donc c'est forcément lui qui sauve tout le monde. Et ça, c'est pas bien, parce qu'en réalité, il n'y a ni de super-héros ni de rockstar dans la tech. Ériger les gens à des positions d'autorité, vous allez juste créer des choses négatives avec du cargo culte, etc., et créer de la pression, on va dire, sociale inutile. C'est complètement bête de faire ça. Et de se croire meilleur et de vouloir les meilleurs, ça ne veut rien dire. Parce que meilleur, c'est subjectif. Si vous êtes quelqu'un qui fait de la clean architecture, vous maîtrisez la clean architecture, vous allez faire de l'embarqué temps réel, vous allez faire n'importe quoi, d'une certaine manière. Enfin, si vous êtes dogmatique, si vous n'adaptez pas. Parce que les allocations, ça coûte tellement cher que vous pétez le temps réel. Donc ça ne marche pas de la même manière. Donc il faut être bien conscient de ça. Donc, et les boîtes qui cherchent tous les meilleurs, si vous prenez une équipe et que vous mettez tous les meilleurs ensemble, c'est pas comme un PES. Ça ne va pas marcher. Parce que ce qui va se passer, c'est que c'est généralement des gens qui ont des positions très fortes, souvent un grand ego, et ils vont clasher entre eux. Si vous connaissez Booba, que des numéros 10 dans ma team, si vous avez que des milieux en équipe de foot, ça ne marche pas. Parce que les numéros 10, pour ceux qui ne savent pas la référence, étaient considérés comme étant les meilleurs joueurs de foot à une certaine époque. Donc il faut considérer tout le monde. Il faut considérer les gens, quel que soit le niveau. Vous allez apprendre beaucoup des juniors aussi. Il faut arrêter de croire que les seniors sont que là pour apprendre aux juniors. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de croire que ce sont les individus qui créent le logiciel, ce sont des organisations. Et dans l'organisation, vous avez les PO. Sans les PO, vous n'allez pas savoir quoi construire en termes de fonctionnalités. Sans les ops, vous allez galérer à opérer vos logiciels en production. Et il y a une étude scientifique de 2008 qui s'appelle The Influence of Organization Structure on Software Quality, an Empirical Case Study, qui a analysé Windows Vista, et ils se sont rendus compte que la qualité de l'organisation avait plus d'impact sur la qualité logicielle que les pratiques, dont le test coverage. Donc vous pouvez faire du test coverage, ce n'est pas ça qui va vous sauver. Et je vous invite à aller voir ce que c'est la loi de Conway et pourquoi ce genre de choses ont un impact comme ça. Il nous reste peu de temps. Ouais. Donc on va essayer de faire le plus vite possible. Donc du coup, on parlait de logiciels bien conçus tout à l'heure dans le manifeste, et en fait, ça, je pense que c'est un peu mal compris, et du coup, c'est surtout un problème de cible. Parce que le logiciel, en fait, les pratiques du craft, donc comme on l'a vu, c'est des pratiques qui s'adressent surtout au code, pour mieux développer et pour mieux fabriquer du code. Un logiciel, c'est pas que du code. C'est, comme tu l'as dit, en fait, c'est plein de choses. C'est de l'idée jusqu'à la prod, ça reste du logiciel. Et en fait, du coup, il faut s'intéresser à tout ça. Donc, il faut s'intéresser à la culture DevOps, il faut s'intéresser au métier, c'est très important. Et pas avoir la position de dire, moi, je suis développeur, je ne fais que mon métier de développeur. J'écris que du code, quoi. Je touche pas à Jira, je touche pas à rien d'autre. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper important de ne pas être en position de veto. C'est pas qu'aider les autres, c'est aussi s'intéresser au métier et au reste. Parce que le TDD tout seul, c'est pas ça qui va vous aider à savoir ce qu'il faut faire pour créer de la valeur pour vos utilisateurs. Donc si vous livrez qu'une fois par an, vous faites du TDD, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que vous n'allez pas avoir le feedback sur ce que vous êtes en train de construire. Voilà. Ça sert à rien de construire une cathédrale qu'on montre à personne. En gros, c'est un peu ça. Du coup, voilà. Rising the bar, c'est aider tout le monde et c'est de faire de l'humain. Donc là, je vais aller vraiment très vite, mais globalement, tous les comportements qu'on a énoncés jusqu'à maintenant, en fait, il y a un dénominateur commun qui est l'orgueil. En fait, c'est l'orgueil au sens propre du terme, c'est-à-dire se croire supérieur aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on combatte dans notre industrie, enfin dans notre mouvement.
Parce qu'il y a les individus qui sont orgueilleux, mais il y a aussi le mouvement lui-même qui est orgueilleux en disant bah, si tu fais partie du mouvement, tu es meilleur que les autres. Ça, c'est vraiment une posture qui est très dérangeante. Et en fait, en faisant ça, généralement, on évite, enfin, on interdit aux gens en fait d'émettre des critiques sur ce qu'on fait, sur nos pratiques, alors que c'est les critiques et c'est le doute qui fait améliorer les choses. C'est en critiquant l'agilité qu'on a le craft. Donc si on ne permet pas de critiquer le craft, bah, on ne pourra pas améliorer le craft. Donc gardez en tête que vous n'êtes pas vos pratiques, c'est comme Egoless Programming, vous n'êtes pas votre code. Si on critique vos pratiques, on ne vous critique pas vous. Il faut laisser la place aux autres. Donc, alors ça je vais passer, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le craft est une culture où l'humain est au centre et où le contexte, le business, le design, l'organisation et la production comptent, et ne pas se focaliser que sur le code. Mais le plus important, c'est que l'humain est au centre, et comme les relations humaines sont importantes, il faut savoir mettre son ego de côté. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a synthétisé tout ce qu'on vous a dit avec plus d'informations dans un truc qu'on appelle Egoless Crafting, qui vise à recentrer un petit peu, enfin, c'est pas recentrer, mais ce sont des aides qui vont vous permettre à pratiquer le software craftsmanship avec de la résilience d'ego, c'est-à-dire de ne pas imposer votre ego aux autres. C'est inspiré d'Egoless Programming, et le but, c'est de revenir aux valeurs du craft. Alors, ce n'est pas un manifeste, hein, c'est juste une aide, en fait, pour se rendre compte potentiellement de certains biais qu'on pourrait avoir quand on fait du craft. Et on vous remercie.